Je vous propose maintenant de faire un gros plan sur une personnalité, sur un partenariat avec une personnalité que vous connaissez bien à travers une vidéo. Alors cette vidéo, elle est évidemment en lien avec nos enjeux, en lien avec nos ambitions aussi. Et c'est une avant-première, et puis on se retrouve juste après. Regardez. Eh ben, il y a du boulot, hein. Faut changer les bougies, et en plus, il a coulé une bielle. Lui, c'est mon garagiste, et je peux vous dire qu'il m'en a rendu des services depuis que je conduis. Bon, faut dire que j'ai pas de chance, je tombe tout le temps en panne. Mais vous le savez, ce beau métier qui consiste à plonger les mains dans le moteur de nos voitures, à vidanger, réviser, bichonner, est en pleine mutation. Notre bon vieux garagiste de quartier est en train de se métamorphoser en expert du numérique. À l'origine de cette mutation, il y a la révolution technologique qui touche le monde de l'automobile. L'avènement de l'électronique de plus en plus présente à bord de nos voitures et l'arrivée de nouveaux véhicules hybrides et électriques transforment en profondeur le métier de garagiste. Le fonctionnement du bloc moteur sur un véhicule électrique et la transmission par exemple sont beaucoup plus simples que sur un moteur thermique. Il y a 10 fois moins de pièces, ce qui au passage explique le meilleur rendement de ce moteur. Les méthodes d'entretien des véhicules changent. La diminution des contraintes mécaniques sur un véhicule électrique réduit le nombre de pannes. Il y a moins d'usure, pas de vidange à faire, ni de bougies ou de joints de culasse à changer. En revanche, les garagistes doivent acquérir de nouvelles compétences, notamment en électronique. Alors bien sûr, ils continuent à mettre les mains dans le moteur, mais ce n'est plus avec une caisse à outils qu'ils interviennent sur les systèmes d'aide à la conduite et les calculateurs, mais avec une valise diagnostique. La valise, ce n'est ni plus ni moins qu'un ordinateur dont les premières versions tenaient dans une mallette. C'est pourquoi les mécaniciens l'ont baptisé valise. Quand une voiture a une panne électronique, le mécanicien se transforme en détective. Il doit relever des indices, repérer les traces d'eau ou d'huile, interroger le conducteur et interroger la voiture à l'aide de cette fameuse valise. Elle permet de collecter les paramètres du véhicule, de prendre des mesures, de consulter ses schémas électriques. Le mécanicien peut aussi utiliser un multimètre, voire un oscilloscope pour faire ses relevés. Bref, notre enquêteur fait des hypothèses et les vérifie les unes après les autres, dans un ordre précis, pour trouver le bon coupable parmi les suspects. Vous l'avez compris, cette révolution technologique oblige aujourd'hui les professionnels à plancher sur de nouvelles offres de formation à destination des garagistes. Pour relever ce défi, il existe en France un organisme, l'ANFA, l'Association nationale pour la formation automobile. Sa vocation, c'est d'abord d'anticiper l'évolution des métiers et les compétences qu'ils nécessitent en s'appuyant sur le terrain. Puis, de mettre au point des dispositifs de formation adaptés aux besoins des professionnels. La NFA a par exemple développé récemment des modules de formation de courte durée pour faire face aux problèmes qui se posent sur les systèmes connectés qui sont devenus monnaie courante sur les véhicules. Alors peut-on imaginer qu'un jour notre garagiste révisera notre voiture à distance en pianotant sur un ordinateur et en buvant un soda? Allez, réparez! Véhicule suivant. Où elle est belle celle-là. Je vous rassure, c'est pas pour tout de suite. Alors on peut applaudir Jamy et remercier toutes les équipes autour de Madame la déléguée générale, Dominique Fèvre-Pierret, et puis évidemment nos présidents pour cette vidéo. Alors c'est une avant-première, vous avez vu combien il est enthousiaste par rapport à la suite de l'histoire, bien qu'il y ait beaucoup d'inconnus. Jamy va nous accompagner déjà sur sa chaîne Épicurieux, il y a un format à destination du grand public. En tout cas, l'idée c'était de faire découvrir et de donner envie à des personnes de rejoindre nos métiers. Je vous propose maintenant 2 temps. Premier temps, on va prendre de la hauteur, on va lever le nez du guidon ou du volant, comme vous voulez, avec une approche macro. Et puis ensuite, on aura des regards croisés de terrain, une approche terrain pratico-pratique. On va commencer avec une conférence avec Bernard Julien et Marie-Hélène Delobe. On va prendre de la hauteur, je vous le disais. Appréhender une mutation multifactorielle et anticiper ses impacts, c'est ce dont ils vont nous parler. Il est économiste, spécialiste de l'industrie et des services automobiles. Il est bien connu. C'est Bernard Julien qui nous rejoint. Merci de l'accueillir très chaleureusement sur cette scène. Installez-vous.
Et puis elle est chargée de mission en coordination de l'ingénierie des dispositifs à la NFA. Il lui fait déjà la place, voilà. C'est Marilène Delob. Marilène, venez nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir également. Voilà, nombreux sujets, je le disais, des enjeux, des défis. Madame la ministre le disait à l'instant, tout va très vite, il faut créer des passerelles, il faut voir un peu plus loin et en même temps pas se précipiter. Beaucoup d'échanges sur ces sujets-là. Et là, on va avoir une approche macroéconomique avec des regards et des expertises croisées. Et de floor is yours, comme on dit, c'est à vous, je vous en prie. On va d'abord vous présenter les 4 idées qui vont présider notre dialogue. Donc je vais demander à Bernard de démarrer. Voilà, donc moi j'ai 2 idées, c'est ça ? Voilà. Donc les 2 idées que je vais essayer de faire valoir pendant cette intervention, c'est d'abord que, comme il a été dit déjà, les mutations que connaît l'industrie sont des mutations majeures. Hein. C'est vrai que quand on y réfléchit, depuis la Ford T, je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que la Ford T c'est 1908, hein, depuis la Ford T, il n'y a pas eu dans le domaine technologique comme dans les modes d'acquisition de véhicules de mutations majeures. Hein. Au fond, des ménages qui achètent des voitures à explosion, eh bien, c'est la constante depuis 110 ans. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de savoir si la technologie moteur va changer. Et là, la réponse est clairement oui, hein, puisque que les industriels le veuillent ou non, que les ménages le veuillent ou non, que les distributeurs le veuillent ou non, eh bien, on est maintenant parti dans une mutation de ce qu'on appelle les groupes motopropulseurs. Autrement dit, les voitures vont devenir électriques. Hein, la messe est dite, je dirais, pour des raisons que je ne vais pas éclairer ici, mais qui correspondent quand même assez largement à un virage que je situerai pour ma part en 2015, hein, puisque 2015, c'est à la fois le moment où vous avez l'affaire Volkswagen, le moment où vous avez la COP, hein, et puis enfin, c'est le moment où nos amis chinois décident de se lancer dans un grand plan qui s'appelle Made in China 2025. Et si vous combinez tout cela, eh bien, vous avez cette mutation qui s'est faite en très peu de temps et qui maintenant est actée. Donc cette mutation-là, elle est ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on avait appelé il y a quelques années la seconde révolution automobile, la première ayant été celle qui a vu l'avènement de l'automobile. Donc des révolutions dans l'automobile, on en annonce de manière récurrente. Le plus souvent, on a tort. Et cette fois-ci, il me semble qu'on a raison. Hein, cette révolution-là, elle a bien lieu, elle est sous nos yeux, hein, et nous n'en sommes qu'au balbutiement. Alors bien sûr, il y a des soubresauts, hein, il y a une clause de revoyure en 2026 dont on ne sait trop ce qu'elle deviendra, mais il me semble que la messe est plutôt dite. En même temps, quand on a un peu de mémoire, eh bien on se souvient que dans l'automobile, les mutations, elles n'ont jamais tout à fait ni le rythme ni la forme qu'on prédisait. Hein, et il est fort probable que, s'agissant de l'électrification, eh bien, celle qui nous est annoncée n'est pas tout à fait sûre dans ses rythmes, dans ses formes. Hein, on ne sait pas ce que seront les véhicules, on ne sait pas à quel rythme le parc va se renouveler, hein, à Paris, mais aussi dans la Creuse, mais aussi en Roumanie ou en Bulgarie. Hein, tout ceci fait que même si on est certain qu'il y aura une révolution, on ne sait pas quelle elle sera exactement, c'est-à-dire, je me répète, à quel rythme elle s'opérera, hein, et sous quelle forme elle aura lieu. Parce que cela dépend aussi de vous, de nous, peut-être, et sans doute, et certainement, de la NFA, parce que les mutations successives qui ont impacté cette industrie, eh bien, elles ont été régulées aussi par les compétences qu'on a renouvelées. Voilà les idées que je défends. Alors, moi, dans la suite de ce que vient de dire Bernard, je vais essayer de montrer en quoi l'organisation de la branche, et en particulier la NFA et la manière qu'elle a de travailler, vont permettre de prendre en compte ces réalités qu'il va falloir suivre de près, et ainsi vont permettre d'accompagner les professionnels de la branche face à ces mutations. Je vais expliciter également le fait que la NFA, comme la branche pour laquelle elle travaille, et agit au sein d'un écosystème constitué d'une multitude d'acteurs. Alors tout d'abord, les partenaires sociaux et les pouvoirs publics qui définissent nos missions et cadrent notre action. Ensuite, bien sûr, les destinataires de notre action que sont les entreprises, les salariés, les jeunes en formation. Et enfin, l'appareil de formation sans lequel nos actions ne pourraient pas aboutir.
Or, cette diversité, elle va se jouer de manière différente selon les situations que l'on a à traiter, nous conduisant sans arrêt sur des solutions toujours renouvelées. Donc je vais interroger Bernard pour qu'il nous explique en quoi, quelles sont les évolutions majeures que le secteur connaît et qu'il va connaître dans un avenir proche, et il va nous expliquer justement en quoi elles sont fondamentales, voire révolutionnaires. Oui, alors, si on essaie de réfléchir à ce qui va faire, au fond, l'avenir de l'automobile et de la distribution et des services de l'automobile, il y a évidemment un facteur que j'ai déjà avancé, qui est le facteur technologique, celui qui a trait aux mutations des motorisations, et à l'abandon promis à un rythme effréné, au fond, à un rythme extrêmement rapide des moteurs à explosion, avec ce que ça peut vouloir dire pour l'industrie, pour les usines, usines des constructeurs, mais aussi usines des sous-traitants. Donc cela, si vous voulez, c'est la partie la plus perceptible, la plus immédiatement compréhensible par le public. Et puis croise cette mutation-là une autre mutation qui est peut-être plus progressive et un petit peu plus incertaine dans son rythme et ses contours, qu'est la numérisation. Puisque au fond, quand on y réfléchit et qu'on est une personne âgée comme moi, eh bien, on se souvient que la numérisation, finalement, on en parle depuis 25 ans. Autrefois, on parlait d'électronisation, et finalement, ce qui nous était montré tout à l'heure, la valise de diagnostic, etc., ça donnait déjà l'impression que ceux qui ne seraient pas capables de suivre ce mouvement de numérisation sous ses différentes formes seraient balayés. Il se trouve que la NFA n'est jamais restée au bord du chemin et qu'avec la NFA, beaucoup d'entre vous le savent, on est engagé dans un programme d'investissement d'avenir qui s'appelle « Développer les compétences numériques des services de l'automobile » qui nous a permis de prendre la mesure de ce mouvement-là dans ses contours actuels. Et effectivement, la numérisation, elle existe bien. Mais ça n'est pas une révolution qui imposerait sa loi à chacun. Parce que les professionnels, ils ont les moyens de dire « ça je prends, ça je ne prends pas, ça me paraît pertinent, ça me paraît moins pertinent, ça valorise mon travail auprès des clients, ça le valorise moins. Ça peut vouloir dire par exemple que quand on dit il faudra absolument, pardon de la liaison, que demain on ait des e-vendeurs, ben, certains vont dire moi je suis pas certain que ce soit opportun, peut-être ne faut-il pas jouer le coup comme ça, et puis etc. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il me paraît essentiel de bien comprendre que, je me répète, mais que les mutations ne sont pas, comme on dirait de manière un peu pédante, exogènes, elles ne s'imposent pas à nous. Ce ne sont pas des réalités qui progressivement viendraient impacter, dit-on. Ce sont des réalités que les acteurs doivent s'approprier, c'est-à-dire faire leur, pour les mettre, pour leur donner les contours qui conviennent aux clients, pour leur donner les contours qui permettent de faire du bon boulot, pour leur permettre de faire ce qu'ils savent bien faire et de renouveler leurs compétences plutôt que de se faire balayer par les mutations en question. Donc ça, c'est vrai en particulier du numérique. Et puis, il y a une dernière mutation auquel les distributeurs sont particulièrement soumis aujourd'hui, qui est la mutation réglementaire. Mutation réglementaire et mutation des contrats. Puisque, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais on a quand même des constructeurs qui entendent aujourd'hui redéfinir assez radicalement leur mode de relation avec leurs distributeurs. En considérant que, eh bien, au fond, le travail que faisaient autrefois les distributeurs, c'est finalement très 20e siècle, dirais-je. C'est un truc dont on pourrait désormais se passer. Parce qu'on aurait acquis sur le plan industriel une souplesse inédite, grâce au numérique en partie, parce que les clients viendraient s'adresser directement sur des plateformes aux constructeurs, parce qu'etc. L'idée, c'est que, au fond, cette nouvel ordre qu'on a vu se dessiner en 2020, 2021, 2022 avec le Covid, eh bien, ce pourrait être la loi pour toujours.
Hein, c'est cette idée que ce que Carlos Tavares appelle le pricing power, la capacité de fixer ses prix, la capacité d'arrêter de chercher des volumes, eh bien tout cela, ça s'inscrirait désormais dans le marbre, et que du coup, on pourrait traiter les points de vente comme des espèces de points de livraison La Redoute, un truc comme ça. Hein, c'est-à-dire comme des exécutants d'un programme, d'une relation qui serait fondamentalement celle qui unirait le constructeur et le client, le distributeur n'étant là que pour passer les plats, si vous voulez, quelque chose d'approchant. Hein, et là, je reviens à mon idée, c'est-à-dire que, bien sûr qu'on comprend que certains aient envie de cette mutation-là. On comprend que ce ne soit pas forcément l'intérêt de tous. On comprend que ceci mérite d'être négocié, mérite d'être réfléchi, mérite d'être évalué. Évaluer avec les clients, évaluer avec les professionnels, hein, et puis peut-être que, c'est en gros ce que j'aurais tendance à défendre, peut-être que, eh bien, le caractère très exceptionnel de la conjoncture dans laquelle nous évoluons depuis 2020, elle apparaîtra au grand jour en 2023 ou 2024 et qu'il faudra à ce moment-là réévaluer ce qui est entrepris aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, les représentants de Mobiliance et les autres, hein, ils ont avantage à faire valoir le fait qu'il ne faut peut-être pas aller trop vite en besogne, peut-être qu'il faut un peu temporiser dans cette évolution-là et ne pas prendre ce qui risque bien d'être associable demain à un contexte extrêmement particulier comme étant la loi, quoi. Hein, donc ça veut dire qu'on a des mutations, c'est indéniable, mais qu'elles comportent, c'est un peu le sens de mon propos ici, une part forte d'indétermination. C'est-à-dire que ces mutations, elles méritent d'être négociées, elles méritent d'être réfléchies, elles méritent finalement qu'on mette pour essayer de les maîtriser en œuvre un dispositif ou des dispositifs qui sont typiquement ceux dont la NFA se dote, quoi, quelque chose comme ça. Alors, du côté de la NFA, je vais un peu expliciter ce que je disais tout à l'heure, le fait que nous intervenons dans un écosystème constitué d'acteurs très divers. Donc la NFA, elle existe, en fait, c'est 70 ans. L'existence de la NFA témoigne en fait de l'investissement de la branche des services de l'automobile dans la formation, puisque la NFA a été créée donc en 1952 et a été créée pour gérer une taxe parafiscale qui finançait les centres de formation d'apprentis. Bon, M. Guyot l'a dit tout à l'heure, au gré des réformes de la formation professionnelle, au gré des accords qui ont été signés par les partenaires sociaux, les missions actuelles de la NFA concernent des travaux d'études des métiers et des qualifications, des travaux d'ingénierie de formation et de certification, d'accompagnement des établissements de formation et de promotion des métiers. Donc déjà, nous travaillons pour un secteur constitué d'entreprises diverses et variées, petites, grandes, et qui dit diversité des entreprises, dit diversité des organisations du travail. Cette diversité des organisations du travail se croise avec une multiplicité de métiers, puisque le secteur est constitué de toutes les activités, la sortie des usines de production jusqu'à leur démolition. Donc nous couvrons un certain nombre de métiers, le mécanicien, le carrossier, l'agent de location, l'agent de stationnement. En fait, j'en oublie un certain nombre, une diversité de métiers importante. Du coup, qui dit diversité de métiers dit également une variété de parcours de la part des salariés de la branche et une variété de compétences. De ce fait, la NFA est obligée de construire un certain nombre de dispositifs qui vont s'adapter à cette diversité. Les dispositifs que l'on construit ainsi sont développés, sont mis en œuvre par un appareil de formation, formation continue, formation initiale, qui a bien sûr le souci de développer les compétences des salariés et l'insertion des jeunes, mais qui également doit suivre les souhaits de poursuite d'études des jeunes et de leurs familles. Et il nous faut, nous aussi, au niveau de la NFA, prendre en compte dans l'attractivité de nos métiers ces souhaits, ces enjeux des jeunes et de leurs familles.
Les missions de la NFA, M. Guyot et M. Rivière l'ont bien dit tout à l'heure, sont définies par les partenaires sociaux. Or, à la NFA, et ça a été dit tout à l'heure, le dialogue social est extrêmement riche et fructueux, comme en témoigne le lien très puissant qu'ont pu établir les partenaires sociaux entre les qualifications, avec le répertoire national des qualifications des services de l'automobile dont a parlé M. Rivière, et les certifications, ce fameux répertoire national des certifications. Ce répertoire national des certifications des services de l'automobile, il est construit en correspondance avec le répertoire des qualifications. Mais qui dit qualification dit aussi outil de classification. Donc le dialogue social, il est aussi traversé par des enjeux liés aux classifications. Il nous faut donc prendre en compte ces différentes logiques lorsqu'on construit nos dispositifs. Enfin, la NFA est inscrite dans un cadre législatif et réglementaire qui fait que l'on travaille avec différentes institutions, dont, par exemple, France Compétences aussi, ça a été cité en introduction de l'après-midi. France Compétences régit notre activité de certification et l'enjeu de France Compétences est en fait d'homogénéiser les pratiques des certificateurs entre les différentes branches. Donc en fait, on peut dire que la NFA l'action de la NFA est située au croisement d'une logique paritaire, du dialogue social, d'enjeux spécifiques de ces partenaires institutionnels et des organismes de formation, et tout ça au service d'une diversité d'entreprises, aussi bien des TPE, dont on a dit tout à l'heure qu'elles constituaient 96% des entreprises de la branche, que des entreprises plus importantes, dotées par exemple de services ressources humaines. On peut dire que l'organisation collective de la branche se substitue pour ces TPE au service de ressources humaines dont sont dotés les groupes de distribution. Alors Bernard, vous avez eu l'occasion d'effectuer une recherche avec Emmanuel Dutertre, qui est ici dans la salle de l'ESCA, qui consiste à comparer le système de formation tel qu'il est organisé chez nous en France, et puis la manière dont est organisé tout ça dans d'autres pays comme le Québec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, à la lumière de cette approche comparative, quels sont nos atouts, nous, à NFA, et plus largement, le système de formation et d'organisation de la branche ? Oui, alors rapidement, effectivement, ce qui nous a intéressés, c'est que, évidemment, les mutations dont je parlais tout à l'heure sont des mutations qui sont assez universelles. Et si, par exemple, vous prenez la question de l'électrification, eh bien, sachez qu'au Canada, il a été décidé, comme en Europe, que les véhicules thermiques seraient prohibés à partir de 2035. Autrement dit, bon, ce sont à la différence de ce qui va se passer aux États-Unis, par exemple. Mais ceci étant, ça veut dire que le produit, la manière d'envisager la numérisation, des éléments de ce type-là, eh bien, au fond, on va les retrouver dans à peu près tous les paysages. Et effectivement, quand on est sollicité, il y a maintenant 2 ans, par nos collègues québécois pour regarder la manière dont les choses se passent, nous, on a l'impression, parce qu'on est déjà engagé avec la NFA dans le travail sur les compétences numériques, que, au fond, on a des consultants numériques, etc., qui ont très envie de dire c'est la révolution, il faut se dépêcher, il y a urgence, sinon on va se faire déposer par la concurrence, etc. Et nous, on a plutôt tendance à considérer que parce que la branche est très diverse, parce que le parc est très divers, parce que les ménages ont avec leur voiture des rapports très hétérogènes, parce que nous avons en France, par exemple, un parc qui a 11 ans de moyenne d'âge. Quand vous avez un parc qui a 11 ans de moyenne d'âge, ça veut dire que vous avez autour de cette moyenne, diraient les statisticiens, un écart type considérable. Ça veut dire que vous avez des gens qui ont des voitures qui ont 2 ans, qui valent 45 000 €, et puis d'autres qui ont des voitures qui ont 20 ans et qui valent 2 500 €. Et la branche, elle est là pour être au service de tout ce monde-là. Et pour ne pas éclater, pour rester une branche unie, alors même que il faut proposer cette très grande variété de services pour cette très grande variété de consentements à payer. Et la force de la NFA et de la branche, c'est ça. Et ce que l'on met en œuvre à travers l'appareil de formation, c'est un système qui permet de conserver l'unité de ces métiers-là, qui permet que l'appareil de formation s'adresse ou soit fonctionnel à la fois pour les distributeurs qui traitent plutôt le parc récent, et pour, le garage AD du fin fond de la campagne qui traite un parc plus ancien. Et cela, ces publics-là, eh bien, ils ont besoin de traiter des véhicules électronisés,
des véhicules qui demain seront électriques, et tout le monde a besoin de ça au service d'une très grande diversité de parcs et de mobilité. Eh bien, la branche, elle réussit ça ici. Quand on la compare à ce qui se passe au Québec, ben on n'a pas du tout la même histoire. Parce qu'au Québec, on a probablement des inégalités plus grandes, et puis on n'a pas la NFA. Et du coup, on a un éclatement du paysage, avec d'un côté des gens qui sont accrochés aux constructeurs et qui arrivent à peu près à suivre la techno, et puis de l'autre côté, eh bien des garages qui sont laissés en déshérence, qui bricolent, avec des gens qui rentrent avec l'idée qu'ils vont suivre un parcours de formation et puis qu'ils ne le font jamais, et puis finalement avec eh bien, une capacité décroissante à traiter correctement le parc, et en particulier le parc ancien. Et donc, si vous voulez, ce qui nous a frappé quand on a fait ce travail-là, c'est que l'outil dont on est doté, dont vous êtes doté, il est quand même relativement unique, il est relativement inédit, et il est très, très efficient. Il est très efficient parce qu'évidemment, il permet de traiter vite et bien les véhicules dotés des toutes nouvelles technologies, mais qu'il permet aussi de traiter bien des besoins qui sont associés au parc ancien et qui sont associés à d'autres entreprises. Et la capacité qu'a la branche à être, grâce à son paritarisme, grâce à son ancrage territorial aussi, au service de cette diversité des professionnels, et ça permet d'être très, on dirait très résilient, parce que cette très grande diversité des acteurs de la prévente, par exemple, eh bien, c'est ce qui lui confère la solidité. Pour donner une idée, bien sûr que ce que vous faites en formation, ça participe de cela. Mais quand le marché de l'équipement de garage, il est aussi bien partagé entre les réseaux de marques et les petits garages, eh bien, vous avez obligation pour les équipementiers de garage de faire du bon boulot. Aussi, pour les artisans. Et tout ceci fait que la branche, elle est solide, elle est riche, elle est résiliente et elle est pérenne parce que on a un écosystème au sein duquel s'inscrit parfaitement la NFA, par exemple. Alors, je vais étayer le propos en me penchant un peu sur la manière dont on travaille et dont on réalise nos différentes missions. Alors, les travaux d'études qui sont portés par notre observatoire de branche se caractérisent par un croisement de diverses approches économiques, approches sociologiques, travaux sur des approches quantitatives, des approches qualitatives, avec croisement du point de vue de professionnels et du point de vue d'experts. Ces travaux d'études se conjuguent avec les travaux d'ingénierie pour appréhender ensemble la conception de nos dispositifs, mais également leur mise en œuvre des dispositifs que le plus souvent, avant leur déploiement, on expérimente. Aussi bien sur nos travaux d'études que sur nos travaux d'ingénierie, nous développons ce que je pourrais appeler un florilège de méthodologies, sans jamais céder à la recette toute faite, sans jamais céder à la méthodologie passe-partout, afin de s'adapter aux différents univers de travail dont je viens de parler. Comme tout système vivant, notre système, il est soumis à un certain nombre de perturbations. Bon, on en a connu, ça a été rappelé tout à l'heure, en 2018 avec la réforme de la formation professionnelle. Comme d'autres, on a connu le Covid. On connaît désormais la guerre en Ukraine et ses impacts au plan économique. Eh bien, si on prend par exemple l'exemple du Covid, on peut dire que la NFA a fait preuve d'agilité en accompagnant par exemple ces établissements de formation à créer et à utiliser des outils numériques au plan pédagogique, des pratiques qui avant le Covid étaient peu développées. Enfin, on peut dire qu'on essaie d'évaluer nos travaux et la manière que l'on a de travailler, puisqu'on vient de mettre en place une fonction d'évaluation qui nous permet éventuellement de remettre en cause la façon dont on travaille. Bref, ce que l'on peut dire en conclusion de cette façon de travailler, c'est que la NFA évolue dans un environnement multidimensionnel, qu'elle appréhende en favorisant l'intégration et la mise en relation de facteurs très divers, qu'elle accueille l'aléa et la nouveauté, qu'elle privilégie la co-construction avec des acteurs divers tout en respectant les particularités de chacun. En bref, on peut dire que la NFA essaie de travailler en complexité. Et là, je m'inspire d'un concept d'un sociologue que bon nombre d'entre vous connaissent, qui s'appelle Edgar Morin. Oui, alors moi, si je devais conclure, je dirais que, au fond,
Par rapport à l'idée dont nous étions partis, qui est l'idée de révolution, je pense que ce que fait bien la NFA, c'est d'éviter que la révolution ne soit associée à une terreur. Vous savez, quand il y a la Révolution française, juste derrière, il y a la terreur. Et très souvent, quand on parle de révolution, c'est l'idée que la révolution, elle est là, et qu'il faut se soumettre à la loi que la révolution va nous imposer. C'est cette idée que, au fond, dans la nouvelle donne que la révolution introduit, eh bien, elle est déjà écrite, elle va s'imposer à chacun. Et il me semble que parce que les professionnels de l'automobile n'ont pas à gérer des voitures neuves, mais un parc, ont à gérer la diversité d'utilisation de ces parcs, ils ont au fond à décliner les technologies, mais aussi le numérique, mais aussi les nouvelles mobilités ou tout ce que vous voudrez, à des niveaux territoriaux qui ont tous des différences importantes. Eh bien, les professionnels et la NFA avec eux, ils évitent les dictates. Ils évitent qu'on se dise il est urgent d'eux. Et au fond, parce que le parc, il met du temps à se renouveler, il y a une espèce de capacité à maîtriser les horloges. Et puis le monde de la formation, c'est aussi un monde qui a une certaine résilience. On ne peut pas se précipiter sur la dernière mode en disant il faut faire un nouveau métier. Il n'est pas certain que ce soit le cas. Et donc, se donner le temps d'examiner la teneur des mutations et en acquérir la maîtrise, eh bien, c'est au fond une forme de démocratie économique qui est défendue par le paritarisme, par les professionnels et par la NFA. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec la NFA. Et nous, on aime bien travailler avec vous, Bernard. On peut les applaudir et les remercier. Merci infiniment. C'était passionnant. Alors évidemment, on est en toute proximité. Je demanderai tout à l'heure à peut-être maintenant, tiens, si vous êtes désireux de vous asseoir, on a de la place au fond. Venez, mesdames, messieurs. Voilà, il n'y a pas de radiateur, mais on peut se mettre au fond. Voilà, venez par ici. Voilà, merci monsieur. Venez également, madame, si vous préférez être là. Venez, je vous en prie. Voilà, on a de la place ici. Voilà, en passant juste par là. Voilà, merci à vous. Et encore une fois, je vous demande d'applaudir Bernard et Marie-Hélène. Merci pour votre décryptage et cette mise en perspective. Je voudrais que nous accueillions Dominique Fèvre-Pierret, qui est la déléguée générale de la NFA, qui est avec nous. Merci d'être là. Applaudissez-la. Merci à vous, Dominique, d'être à nos côtés. Alors, je vous ai parlé de proximité, d'échange, mais justement, vous allez pouvoir poser des questions à nos experts. Dominique, je vous propose de poser peut-être la première question, réaction et question. Je vérifie. Oui, c'est bon, il fonctionne. Merci à Bernard et merci à Marie-Hélène. Moi, je trouve que par leur regard croisé, à la fois sur, on va dire, les enjeux auxquels sont confrontés le secteur et puis les données de l'écosystème, voilà, on a eu ce regard croisé entre notre environnement et effectivement nos actions. Moi, concrètement, Marie-Hélène, j'aurais envie de vous demander, en fait, de nous citer un exemple d'une mutation que la branche a accompagnée par le passé. Alors une mutation, moi j'ai bien connu, c'est l'introduction de l'électronique embarquée sur les véhicules. En fait, on a procédé à divers travaux avec notre observatoire de branche et on a constaté alors une évolution de l'activité de travail des mécaniciens vers plus d'abstraction. On a également constaté l'émergence d'un métier comme celui de technicien expert après-vente automobile. Mais parallèlement à ça, on a également constaté que dans les entreprises coexistaient les interventions sur système mécanique et les interventions sur système électronique. Et selon la taille de l'entreprise, et dans les TPE par exemple en milieu rural, comme ces TPE-là travaillaient sur des véhicules plus anciens, je pense qu'elles existent toujours, ces TPE, malgré ce qu'on a pu dire les concernant parfois, en fait, dans ces entreprises-là, la part des interventions sur système mécanique pouvait être plus importante que les interventions sur système électronique. On a également constaté que les compétences développées par les mécaniciens sur système mécanique et celles développées sur système électronique étaient en partie, je ne dis pas commune, complètement en partie commune. Donc on a intégré toutes ces évolutions dans nos référentiels de certification, mais on a également construit à l'époque une action de formation qui permettait de sensibiliser ces mécaniciens qui avaient très peur en fait des évolutions électroniques à cette électronique, et donc de ce fait on s'appuyait pédagogiquement, on s'appuyait sur les compétences qu'ils avaient déjà. Oui, je me souviens, c'était une formation action.
pour lequel on avait développé un dispositif de tutorat pour que la formation en entreprise colle en fait à la formation dispensée par le GENEFA, l'organisme de formation de la branche. Et donc cette opération avait donné de très bons résultats en termes de montée en compétences, alors même que, comme l'évoquait Marie-Hélène, en fait les mécanos de base qui n'avaient eu qu'un CAP ou qu'un BEP étaient terrorisés à l'idée de ces nouvelles technologies qui étaient complètement abstraites. Ma terreur de tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Il y a des questions à poser à nos experts, à nos invités. On a une question de notre vice-président. Marie-Hélène, vous passerez le micro et je vous passe la parole. Je vous en prie. Non, déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai partagé quasiment tout ce que vous avez dit. C'est quand même nous qui allons faire notre avenir. Ce ne sont pas les constructeurs, sans critiquer la filière amont. C'est pas à eux de faire le bonheur à notre place, en fait. C'est bien compris. Donc, parce qu'en ce moment, c'est la petite musique qui revient sur la numérisation. C'est est-ce que la vente elle est numérique ou est-ce que le métier est le même? C'est que le moyen qui change. C'est soit on vend par Internet, soit on vend en présentiel. Je pense que de toute façon, il y aura toujours les deux systèmes qui cohabiteront, quel que soit le moment. Et le rêve du tout numérique, je pense qu'il n'est pas pour demain. C'était pas une question, c'était une intervention. Ça va dans le sens de l'histoire. Qui veut réagir? Qui veut poser une question? Alors moi je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Bernard Julien, et c'est vrai que j'accompagne beaucoup d'entreprises sur les sujets de ressources humaines, et ce que vous avez évoqué avec Stellantis est assez caractéristique de la place de l'humain dans tout ça, et de la proximité, et du curseur que l'on positionne, puisque est allé de pair avec ce que vous évoquiez, une volonté de développer, certains ont dit à outrance, le télétravail, où on n'était pas forcément sur site. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit avec les acteurs de la NDRH que j'accompagne en particulier, qu'on aura toujours besoin de l'humain, de cette relation humaine. J'imagine que vous acquiescez. Oui, alors c'est vrai que le truc à la mode là, pour évoquer ça, c'était de parler de figital. Donc physique et digital, ça fait le figital. mélange, le mix. Donc ça permet aux consultants de faire un peu d'argent en disant je vais vous aider à faire du figital. Mais l'important quand même, c'est que il y a ensuite deux appréhensions du figital. Soit on dit le digital est au service du physique, et dans ces cas-là, on est dans une idée où on va être assisté par ordinateur pour conserver une relation client qui est une relation de proximité. Vous savez, autrefois on parlait de fabrication assistée par ordinateur, etc. Et maintenant on voudrait substituer l'assistanat par ordinateur par l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est une autre affaire. C'est quand il s'agit de substituer à l'humain l'intelligence, comme on le ferait avec la conduite autonome si jamais ça devait arriver qu'on est en train de zapper, je dirais. Et là, évidemment, l'idée, c'est de passer outre le professionnel. Donc il y a un élément qui avait été court-circuité, c'est un jeu de mots. Voilà, qui a été étudié dans le cadre du projet compétences numériques des services de l'automobile, là, qui était le devis en ligne. Donc c'était l'idée que le constructeur allait proposer sur son site la possibilité pour le client de faire son devis. Et évidemment, si tout est réglé comme du papier à musique, dirais-je, sur le net, à ce moment-là, celui qui fait la réparation, il le fait dans des conditions qui ont été fixées en centrale par le constructeur dans le dialogue singulier avec le client. Évidemment, quand je disais tout à l'heure qu'il s'agit de prendre un peu de distance et de se demander ce qu'il en est exactement, évidemment, on s'aperçoit très vite que le client, il ne sait pas ce qu'a sa bagnole. Et par conséquent, faire un devis en ligne, ça voudrait dire qu'il est garagiste, si vous voulez. Et il ne l'est pas. Or, on a besoin d'experts. Et du coup, on a besoin. Et du coup, que font les professionnels? Ça a été montré dans des études, dont celle que Thomas Chieux et mes auditeurs qui sont là ont fait. C'est que le professionnel, quand il veut être un peu au service de son client, il rappelle le client, il dit attendez, vous êtes sûr que c'est ça dont il a besoin? Ça s'appelle accompagner le client. Et du coup, ça veut dire qu'une grande partie de ce qu'était l'intérêt du numérique est perdu, et que certainement que le devis en ligne, c'est une fausse bonne idée, et qu'il faut peut-être mieux faire du rendez-vous en ligne. Et encore, mais le rendez-vous en ligne, ça permet d'alléger un peu la charge du téléphone pour l'atelier, etc. Donc là, ça commence à être plus opératoire, disons, plus pertinent. Et donc, quand je dis que les professionnels et leur appareil de formation sont là pour mettre à distance, pour s'approprier, c'est ça que je raconte. C'est que, oui, il est extrêmement important de se saisir des opportunités d'amélioration de son boulot associé au numérique,
mais il faut le faire en restant maître de ses process, en restant maître de sa relation client. Et cela, c'est plutôt les professionnels qui le font bien, plutôt que leur tête d'enseigne. Voilà, puis il faut voir quelle est la vraie finalité, vous le disiez à l'instant. Qui a une question, une réaction à poser à nos invités? On va évidemment se retrouver ensuite au moment du... Mais volontiers. Merci pour cette belle journée de 70 ans. Merci à tous, on se connaît suffisamment, merci. Je pense qu'il y a des choses qui ont été dites, on les partage relativement bien sur des éléments de formation, sur ce qui peut être effectivement de très rapide. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'électrification à marche forcée pose plus de problèmes aujourd'hui qu'elle ne posait il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'on se dit, inévitablement, tu as raison, on ne reviendra pas en arrière, mais quelque part, les marches en avant, elles ne sont pas tout à fait définies. Il va prendre un petit peu de temps. Et je crois que tout le monde est en train de prendre conscience qu'un parc, quand on aura en 2030 5 millions de voitures électriques, il restera 30 millions de voitures thermiques. Et oui, 36, mais alors toi, tu en as tous que moi. Tu les comptes tous. Moi, je ne les compte pas tous, tu les comptes tous. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je pense qu'il ne faut surtout pas, et c'est peut-être une première raison pour ce qui concerne la NFA, on a peut-être un vrai sujet aussi, c'est comment traiter l'amélioration du parc en termes environnemental, en termes de pouvoir apporter les services nécessaires à tous nos clients. Ça, c'est fondamental. Il ne faut surtout pas l'oublier. Je pense qu'on aura des éléments qui viendront par la suite et qu'il faudra faire. La deuxième chose, c'est que l'électrique ne prendra pas tout l'a dit Bernard aussi tout à l'heure, prendra sa place, mais pas tout. Donc il y aura d'autres choses demain. Et le troisième point, peut-être, sur lequel je réagirai un peu plus volontiers, c'est sur le problème des constructeurs et de l'aval. S'il est vrai qu'un constructeur, et notamment Carlos Tavares, avait lancé quelques bouchons il y a quelques temps, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de regarder les problèmes un tout petit peu différemment et qu'on s'aperçoit qu'on était un petit peu vite. Moi, je trouve que la campagne qui avait été faite par les amis concessionnaires sur l'intérêt des concessions automobiles par rapport aux clients a marqué les esprits. Ça veut dire qu'à un moment donné, n'oubliez jamais que quelqu'un qui achète une voiture neuve aujourd'hui entre 55, 60, 65 ans, c'est pas obligatoirement un très fort du numérique. Il n'est pas sous l'ordinateur tous les matins, comme tous les gamins sur leur téléphone portable. Par contre, ce qu'il sait bien, lui, c'est quand il a un voyant qui s'allume à sa bagnole toute neuve, il sait bien que c'est pas l'ordinateur qui va résoudre le problème, mais bien le garage. Ça, faut pas l'oublier. Oui. Ça sera toujours comme ça se passera, et ça se passera encore comme ça demain. Donc, je suis pas du tout inquiet sur le sujet. Que maintenant, effectivement, on utilise la possibilité d'évoluer par rapport dans les garages, c'est tout à fait évident. Qu'on envisage éventuellement quelques nouveaux métiers pour les vendeurs, ça me paraît tout à fait évident. Maintenant, restons raisonnables. On n'est pas prêt de changer dans les quelques années qui viennent. Et puis, je vais vous dire, quand Bernard, tu dis inévitablement, il y aura des technologies nouvelles et que l'industriel saura adapter la vente et le besoin par rapport à sa protection, par rapport à la demande du client. Mais attends, les Chinois, ah oui, c'est ce qu'ils vont faire, mais les Chinois ne vont pas faire ça du tout. Quand ils vont arriver avec des voitures 15 à 20% moins chères que nous en Europe et en France notamment, on aura bien content d'avoir des vendeurs pour aller vendre des voitures françaises. Ça, je peux dire que ce n'est pas Internet qui les vendra contre les Chinois, mais c'est bien les Internet, c'est bien les vendeurs, c'est bien les gens chez nous qui se battront. On a largement besoin, et c'est ce qu'on a absolument convaincu le ministre et à Bercy dernièrement. Il ne faut surtout pas que les constructeurs, et je crois qu'ils le comprennent tous, y compris Stellantis, et même peut-être bien y compris Volkswagen, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, si on casse la chaîne commerciale, qui est la force réelle de vendre des produits par des réseaux de vente opérationnels et compétents, à mon avis, les premiers perdants, ce seront les constructeurs eux-mêmes. Ça, ils sont en train de s'en apercevoir. Et à mon avis, le raisonnement d'il y a 6 mois n'est plus le même qu'il y aura en ce moment. Il ne sera pas le même dans 6 mois qui viennent. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Très intéressante mise en perspective. J'ajouterai aussi que ces points de vente sur tout le territoire, je regarde Madame la déléguée générale, ce sont des points de distribution, des points d'ancrage qui créent du lien social aussi. Et il ne faut pas oublier, dans des territoires qui se désertifient, que ce sont des points d'ancrage, des points de repère où on va voir son concessionnaire, on va voir son garagiste. On peut les applaudir et les remercier encore une fois. Merci à vous deux. C'était passionnant. Bernard Julien et Marie-Hélène Delobes. Je salue Pascal Romanteau, Françoise Gérard et j'ai aperçu Karim Mangoura de Centre Info. Merci d'être avec nous. Dominique Fèvre-Piré, merci.
réaction, c'était passionnant, c'était très riche. Réaction de la déléguée générale. En fait, ce que j'aimerais à cet endroit de l'après-midi, en fait, c'est vous représenter le positionnement particulier de l'ANFA. Donc l'ANFA, c'est un opérateur technique au service d'une politique de formation qui est définie par les partenaires sociaux, donc des représentants d'employeurs, au premier rang desquels Mobiliance, et des organisations syndicales de salariés. C'est un opérateur technique qui intervient en complémentarité d'autres opérateurs. On a évoqué l'OPCO Mobilité, qui traite de plusieurs branches, 22 voire 23 branches, plus la RATP. Et puis, il y a également IRP Opto, qui est l'institution de prévoyance des services automobiles, qui est effectivement dédiée au champ de la convention collective, comme l'ANFA. Et c'est un opérateur technique qui agit, je dirais, pour reprendre un vocabulaire de la filière, comme un équipementier. C'est-à-dire qu'il va fournir, l'ANFA va fournir de la matière, va fournir des outils, va fournir des dispositifs dont les autres vont s'emparer. Les autres, ça résonne un peu, c'est ça? Ouais, c'est mieux. Donc, en fait, de la matière et des dispositifs dont les autres institutions vont s'emparer, que ce soit les organismes de formation, que ce soit les prescripteurs d'orientation, ou que ce soit l'OPCO Mobilité, ou dans le cadre du partenariat qu'on peut conduire avec IRP Auto. La NFA, elle agit dans une forme de boucle qualité. On l'a beaucoup évoqué. Donc il y a d'abord l'observation des évolutions. Ensuite, on garde ce qui fait consensus paritairement au niveau des métiers et des certifications. On accompagne l'appareil de formation par rapport à ces évolutions. Et ensuite, on fait la promotion de ces métiers. Et on continue la boucle. On observe, on transforme, on accompagne et on fait la promotion. Et ainsi de suite. Voilà, donc je voulais refaire ce petit état des lieux par rapport à tout ce qui a été dit par la présidence, par Marie-Hélène, pour assurer le positionnement de la NFA. Merci Dominique, je pense qu'on peut vous applaudir. Je vous propose de vous installer